Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Laurence Vanin, le grand plaisir. Elle est titulaire de la chaire Smart City, philosophie éthique à l'IMRED, Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable, Université Côte d'Azur-Nice. Elle est membre du comité d'experts du Smart Deal, présidé par Marco Landi. Elle est docteur ès en philosophie politique et épistémologie, essayiste, directeur des collections, professeur de philosophie, chercheur associé au laboratoire Risque, épidémiologie, territoire, information, éducation et santé, rétine à l'université de Nice-Côte d'Azur. Ça rentre pas sur une carte de visite, tout ça. Elle est membre du groupe de recherche supérieure de la Catalogne en droit constitutionnel européen à l'Université autonome de Barcelone. Elle dirige la collection scientifique philosophie et éthique de la Smart City ainsi que les collections Chemin de pensée juridique, l'école des savoirs aux éditions Ovadia. En dehors de ses activités scientifiques, elle anime des pauses philo et forums destinés au grand public. Elle a commis de nombreux ouvrages et elle est pompier, vient-elle de me dire. J'étais. C'est ma première carrière, en fait. D'où mon attachement à la connaissance du risque. Oui. À vous, Laurence. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous parce que c'est bien de pouvoir avoir une tribune quand on est philosophe pour aborder les questions non seulement du climat mais aussi de la ville du futur. Parce que vous l'avez compris, comme je dirige une chaire qui est comment dire sur les thématiques ou sur la grande thématique des technosciences, notamment insérées dans la Smart City, c'est vrai que c'est important de pouvoir aborder les questions philosophiques. Il faut savoir quand même que cette chaire, elle existe depuis 1 an. Elle a été créée à Nice et on peut être content de cela. Pourquoi ? Parce que en France, il y a aucune chaire qui a amené la question de la philosophie dans les thématiques qui sont plutôt consacrées à l'ingénierie ou qui renvoient plutôt à de l'économie. Donc je suis ravie d'être parmi vous. Je vais essayer de vous amener un point de vue qui sera peut-être différent de ce que vous avez entendu tout à l'heure. Je vais essayer d'être un philosophe pas trop barbant parce que je sais qu'il y en a certains qui le sont. Alors ça, c'est pas du tout pour critiquer mes collègues, mais c'est parce que si on fait trop de concepts, on passe à côté du sens, et si on fait pas de concepts du tout, on passe aussi à côté du sens. Donc il y aura quand même quelques étymologies. Donc on va commencer avec un état des lieux. L'état des lieux, il est simple, vous le voyez ici. J'ai mis quelques images. Alors, pourquoi ça avance ? J'ai mis quelques images, un peu provocatrices volontairement. Tout d'abord, vous pouvez constater que nous avons notre fameuse consommatrice qui est avec un caddie bien chargé. Vous y trouvez un peu de tout, des ordinateurs, des baskets, enfin bref, plein de choses. Puis à côté, vous avez un drôle de personnage qui est en train de taper sur une espèce de bête, on dirait un kangourou, et il dit « je n'aime pas la nature ». De l'autre côté, vous avez une vignette avec, on voit de la pollution, on voit que la mer souffre beaucoup. Et puis d'un autre côté, vous voyez un pauvre homme qui marche dans une sorte de terrain craquelé, qui montre qu'on est dans un manque d'eau. Ça, voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. C'est ce qu'on appelle, ou en tout cas ce qu'on relie, ou en tout cas qu'on rattache souvent à la question de l'ère de l'homme. C'est le moment particulier où on estime que c'est les hommes qui ont pris un peu l'ascendant sur la totalité des choses, et de telle manière qu'avec une sorte de narcissisme exacerbé, les hommes s'imaginent qu'ils sont au centre de tout. Et donc, tout revient à eux et est pensé pour eux. Et c'est vrai que l'anthropocène, amène souvent aussi la question d'une sorte de catastrophisme. Je ne sais pas si vous avez lu Monsieur Dupuis, qui est professeur de philosophie, qui a écrit des bons ouvrages, et notamment un en ce moment sur le nucléaire. Et lui, il est dans le catastrophisme absolument. Et c'est vrai qu'en philosophie, on pourrait faire un état des lieux de cette façon. Mais moi, je préfère envisager aussi un catastrophisme, certes, mais relatif. Donc, on l'a compris. On est dans une période où on nous annonce des défis climatiques énormes. On nous annonce aussi de la pollution, de la sécheresse, du mépris de la nature, de l'épuisement des ressources. Bref, un ensemble de choses qui contribuent à nous rendre plus ou moins dépendants de l'environnement dans lequel nous avons à évoluer. Alors pour poursuivre, on en arrive à cet homme qui est celui qui non seulement consomme, et il consomme à outrance. Vous voyez, il a à moitié mangé sa planète. C'est une manière de dire que nous vivons peut-être au-dessus de nos moyens. Et à côté, vous avez une sorte de mère nature, d'âme nature qui est en train de mourir d'épuisement parce que nous la sollicitons peut-être un peu trop. Et c'est peut-être ça qui aujourd'hui nous amène à nous questionner. En tout cas, moi, en tant que philosophe, ça m'amène à me questionner. Et c'est là que j'introduis le concept d'écosophie.
Alors l'écosophie, c'est un thème qui est né par Naertz en 1960. C'est un homme qui était intéressé surtout à la question de l'écologie telle qu'on en parlait autrefois. Quand je dis autrefois, c'était au moment où cette écologie était une écologie du militant. Et on sait qu'il fallait absolument dénoncer, et on dénonçait pas forcément avec à l'esprit quelque chose de serein, puisqu'il fallait qu'on frappe avec un grand coup de poing sur la table pour pouvoir être identifié. Et donc l'écologie était un mouvement. Et puis on a repris ce concept en 1980 avec Guattari, qui a enseigné à Paris la question d'une écologie qui renvoyait à l'idée que l'homme devait être un peu moins narcissique. Bon, Guattari, je rappelle quand même que c'est le grand copain de Deleuze, et puis il était aussi avec toute la bande de Lacan. Donc on passe par le divan, donc vous imaginez pourquoi on est dans cette relation particulière avec une sorte de relativité de l'homme, et en même temps une volonté de parler de l'homme au centre de tout. Et moi, ça m'amène à réfléchir tout ça et à me dire qu'il faut penser peut-être une autre écosophie qui viendrait du terme sophia. La sophia, c'est la sagesse, et écho en grec, qui veut dire l'habitat, la maison. Et en fait, il faut repenser quelle est la façon dont nous voulons habiter cette maison. Et je l'ai envisagé selon différents points. Voilà, je regarde avec insistance parce que je sais pas pourquoi à chaque fois ça avance d'un cran. Alors voilà ce qui m'intéresse, moi, c'est la question de cet homme. Cet homme qui a commencé par une forme, sans vouloir faire de la provocation, mais quand même, on était ce primate particulier qui a pu se relever à un moment donné. Il est passé à la cueillette. Passant à la cueillette, il a libéré les pieds, il s'est redressé. Donc on est dans la bipédie. Cette bipédie qui amène justement à relever la tête, donc le visage. On a libéré les cordes vocales. Ce faisant, on a raccourci la face, augmenté la boîte crânienne sur l'arrière. Et donc, comme le dit le roi Gourand, grand anthropologue, l'humanité a commencé par les pieds. Donc on a un homme qui se redresse, qui avance, qui évolue, et qui maintenant se cherche un peu. Il se demande qu'est-ce qu'il va être, et on nous propose à côté un Vitruve. Je l'ai pris avec beaucoup de provocation parce que notre homme de Vitruve, qui était cet homme de l'harmonie, c'est un homme de l'harmonie qui passe par la robotisation. Il est lui-même transhumaniste, c'est-à-dire qu'il est cet homme cyborg qui a été amélioré ou augmenté. Donc ma question, qu'est-ce qu'une écosophie, qu'est-ce qu'une écosophia, qu'est-ce qu'une sagesse de l'habitat? On va la ramener là dans mon petit exposé rapidement à 3 points essentiels: l'homme et le monde, c'est-à-dire ma planète, l'environnement, parce qu'il faut savoir habiter le monde et occuper le monde dans lequel nous avons à vivre en n'étant pas seuls. Parce que je pense que il faut réhabiliter le concept de dame nature et lui donner un statut juridique dans nos débats. Sinon, ça veut dire que le poisson rouge, le ver de terre, qui a son utilité, on le sait, l'abeille, le mammifère marin ne compte plus. Donc il faut que tout ça, ça marche. On comprend bien qu'à un moment donné, le monde est de plus en plus construit, et il est de plus en plus peut-être difficile pour des espèces de pouvoir vivre à côté de nous, surtout quand elles sont dangereuses. Donc on a un problème comme ça de répartition des espaces. Donc première question, comment habiter le monde avec une sagesse qui permettrait à tous d'être là et de cohabiter? Je n'ai pas dit vivre ensemble nécessairement, mais cohabiter, c'est-à-dire vivre les uns à côté des autres. Deuxième point, comment envisager l'habitat de l'homme en sa maison? Et vous allez comprendre que je vais vous parler de Smart City parce que justement, la ville qui peut-être est une proposition face aux défis climatiques et aux grands enjeux de population, c'est peut-être cette ville du futur, celle qu'il nous faut réinventer parce qu'elle est en train déjà de se créer, et peut-être qu'on n'est pas très bien parti finalement. Et ensuite, l'homme en lui-même, effectivement, je me rends compte que petit à petit, nous avons peut-être déserté notre humanité, et il nous faut à un moment donné aussi réhabiliter certaines valeurs, ou en tout cas, sans être grincheux ou un humaniste qui viendrait vous sortir une fausse morale, au moins se dire que on a rendez-vous avec nous-mêmes et qu'il faut peut-être pas qu'on rate notre rendez-vous. Je rappelle une chose essentielle. On annonce donc la Smart City opérationnelle pour 2050. On annonce des gros problèmes climatiques pour 2050. Dis donc, 2050, ça va pas être joyeux, Alors l'intérêt, c'est que nous, on sera un peu vieux, peut-être, pour certains d'entre nous. Voilà, ça pourrait être un argument, mais finalement, ça n'en est pas un, vous l'avez bien compris. Pourquoi? Parce qu'en 2050, les jeunes gens qui auront 10 ans, c'est des jeunes gens qui ne sont pas encore nés. Et eux, par contre, ils vont arriver dans un monde qu'on leur aura bien préparé, soit parce qu'on leur a mal pensé ou mal mis en œuvre, soit on va leur proposer un schéma de vie qui sera peut-être pas des plus heureux.
Donc il faut pas simplement faire un travail de scénariste à l'égard du futur avec l'idée simplement de la catastrophe. Il faut scénariser, c'est-à-dire, comme dirait Heidegger ou les penseurs de la déconstruction, je pense aussi à Derrida, ils vous disent il faut savoir avenir, c'est-à-dire s'apprêter à venir et à devenir autre. Donc si vous voulez penser 2050, essayez de pas le penser à partir d'ici de maintenant, vous êtes déjà trop vieux pour ça. Enfin, quand je dis vous, moi aussi, hein. Ça veut dire simplement qu'il faut vous projeter dans un monde à venir et il faut que vous vous mettiez dans la posture de celui qui est aussi à venir avec ce monde. Et est-ce que vous aimeriez y vivre? Voilà. Est-ce que vous aimeriez y vivre? La grande question. Alors on avance, on a vu ici, en tout cas vous allez voir j'ai rapidement voulu résumer l'histoire de la production et de la révolution industrielle. On nous dit qu'on est à la révolution industrielle 4.0. Donc vous vous rappelez, hein, on a commencé par une production mécanique avec tout ce qui était machine à vapeur. Quelques temps plus tard, on en arrive à des énergies électriques et pétrole. Puis quelques temps plus tard, on est dans une production automatisée. Et aujourd'hui, 4.0, on a une confluence des technologies, on a une modernité terrible, on a énormément de capacité à produire quelque chose de tout à fait nouveau, notamment avec la connectivité. Mais d'un autre côté, il faut user davantage de ressources, des ressources qui portent un nom particulier, des ressources rares. Qui dit rare dit cher, ou dit en tout cas la possibilité qu'elles s'amenuisent sans pouvoir se reproduire aussi vite qu'on va les consommer. Et donc on se retrouve dans une difficulté, en tout cas dans une problématique qui me ramène à cette pensée de Marx. Est-ce qu'on va penser une humanité en tendant la main ou est-ce qu'on va penser une humanité avec de l'argent? Et à ce moment-là, l'homme ne sera plus qu'une plus-value, on sera dans du capital. Mais le capital de Marx, à la limite, c'était une colonie de vacances par rapport à ce que nous préparons. C'est-à-dire que tous les enjeux, s'ils ne sont que purement et simplement économiques, bien, ils ne permettront pas aux individus, bien, de pouvoir y trouver une place au sens de cette humanité qu'il faudrait qu'ils puissent exercer au cœur de la vie. Alors voilà, je vous ai pris quelques éléments qui me semblent importants. C'est ceux qui vous permettent de penser et d'optimiser la Smart City. Quelle est la réponse, en fin de compte, à cette sagesse du futur? Puisqu'on nous dit que c'est catastrophique, puisqu'on nous dit qu'il faut qu'on fasse des économies, puisqu'on nous dit que petit à petit, il y a une désertification des campagnes, et pour cause, on quitte la campagne parce qu'on n'a pas les services. Et puis peut-être aussi, on s'en rend compte dans le département, toutes les villes ne sont pas égales quant à la possibilité d'être connectées. Par conséquent, on voit apparaître une notion qui est absolument abominable, qui est celle d'handicap numérique. Donc ceux qui peuvent pas se connecter sont dans le handicap numérique par rapport à d'autres qui ont accès à tout. En même temps, celui qui n'arrive pas à se faire à la modernité, celui qui a du mal à utiliser un ordinateur ou qui n'a pas les moyens de s'en acheter un, il est aussi dans un handicap numérique. Attention à la fracture sociale qu'on pourrait augmenter. La Smart City a donc pour objectif en ce moment d'être une ville laboratoire, c'est dire la responsabilité que nous avons à bien la penser, mais surtout c'est une ville qui nous renvoie à la solution. On nous propose une Smart City. D'ailleurs, le mot smart est un mot valise. Alors, j'entends que tout le monde se congratule qu'on parle anglais. Moi, ça m'ennuie beaucoup parce que vous savez que la langue officielle de l'Europe, c'est le français. Et on est en train de se faire grignoter par tout le monde, y compris par les GAFAMA et puis par tout ce qui se présente du côté des Chinois. Ça n'interpelle personne. On veut bien se mettre à l'anglais pour tout ça. Et on a oublié de revendiquer un peu notre français, défendre la bonne langue de Voltaire et peut-être un bon sens terrien qui est le nôtre. Alors là, ça nous amène à repenser cette ville solution. Cette ville smart, cette ville connectée, cette ville intelligente. Attention, le mot smart en anglais, ça veut dire aussi rusé. Le rusé, c'est le malin, c'est le renard, c'est le tordu. Vous voyez, attention à ce qu'on va en faire. On peut vite tomber dans cette espèce de schéma abominable, machiavélique, du bien ou du mal en opposition. Et puis, vers quoi va-t-on tendre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, le problème, c'est qu'en 2050, moi je pense qu'on l'a déjà un peu, mais on va mettre du 2050, on est dans la fiction. Problème de concentration d'individus. Donc vous avez la première image, ce sont des individus les uns serrés à côté des autres pour la bonne raison que la ville, ça va être une concentration d'individus puisqu'on nous annonce des chiffres très importants de concentration de population. La deuxième chose, c'est la pollution de l'air. Vous voyez, alors je sais pas si on voit très bien avec ces lumières, mais enfin voilà, là vous avez une image avec une ville où il y a énormément de brouillard, mais en réalité c'est de la pollution. Et vous avez une joggeuse en bas qui court au milieu de tout ça. Ça rappelle quelques scènes il y a quelques jours à Rouen. Voilà, on y est. C'est un peu le scénario vraiment catastrophique au sens premier du terme. À côté, nous avons un tremblement de terre, donc là, l'idée qu'il faut que tout ça, ça résiste, et en haut plutôt, un tsunami. Donc quand vous mettez tout ça, on se dit voilà, la Smart City, c'est la ville, en fait, au super pouvoir.
C'est la ville qui doit répondre à ça. C'est-à-dire, elle doit répondre à des enjeux de concentration d'individus. C'est pour ça qu'elle va changer de forme. Aux enjeux de pollution de l'air, et pas que, vous l'avez bien compris. Elle va devoir répondre aux résistances. En tout cas, elle doit pouvoir proposer une résistance aux catastrophes naturelles. Et en plus, elle doit être écologique, éco-énergétique, etc., etc., parce qu'elle doit répondre aux grands défis climatiques. Alors bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir à chercher, ou en tout cas à optimiser des besoins inédits, avec des propositions de services inédites. Alors tout ce que je veux vous dire là maintenant, en réalité, si vous y réfléchissez, puisqu'on est dans une écosophie, une écologie de la philosophie, ou en tout cas une sapienza, une sagesse appliquée à la ville, ou en tout cas à la civilisation qui est nôtre, on pourrait se dire, tiens, c'est quand même intéressant de se dire que finalement, si on y réfléchit bien, on peut mettre en œuvre, si on change de modèle, il faut changer complètement de paradigme. Il faut se dire que le monde d'hier, c'est-à-dire notre monde, n'existe plus. Il faut déjà se dire qu'on peut mourir à un type de fonctionnement et de pensée de manière à en réhabiliter un autre. Et ça veut dire qu'il va falloir rompre avec des schémas historiques. Alors, ça serait une grande histoire que je pourrais vous développer, mais je pense pas que ce soit le temps aujourd'hui. En tout cas, je n'en aurai pas le temps, mais c'est à y réfléchir. Regardez les grands moments qui, dans l'histoire, ont marqué l'évolution de la France. Bien entendu, vous avez 1789, vous avez 1903 et vous avez 1968. Réfléchissez, vous avez des clés. Alors voilà, besoin d'inédit, proposition de service. Déjà, on a une mobilité physique. Si on est concentré dans une ville, il va falloir repenser cette concentration d'individus qui vont vouloir se déplacer plus ou moins à heure égale. Donc on aura des personnes qui vont être dans une mobilité physique avec des véhicules, et dans quelque temps, il y aura des véhicules autonomes ou, j'ai fait exprès, des drones qui seront capables de vous emmener d'un bâtiment à un autre. Vous allez avoir aussi des individus qui vont vouloir évoluer à pied, d'où la deuxième image où il y aura des voitures qui devront connecter ou en tout cas réaliser qu'il y a des cyclistes ou des piétons. Et donc on va avoir deux réseaux physiques de mobilité. Les marcheurs et ceux qui se déplacent autrement, on va dire. Sur Terre, comme on va dire dans une certaine espace en hauteur. Et puis, il va y avoir une mobilité non physique. Et là, pour moi, c'est toutes les données. Toutes les données, c'est ce qui passera par les réseaux, bien entendu. Vous avez tout ce qui rejoint les data. Vous avez un trafic des données, mais vous avez aussi un trafic des renseignements, puisqu'on est aussi dans l'idée qu'on veut de la sécurité. Alors, je rappelle que la Smart City, comme tout ce qu'on dit depuis ce matin, renvoie toujours à l'idée que l'homme a compris qu'il était mortel. Il était temps qu'il s'en rende compte, parce que nous mourons depuis le début depuis le début de notre existence, en gros. Nous sommes mortels, fragiles, vulnérables. Ça n'a pas changé. J'apprends depuis tout à l'heure qu'il va y avoir une montée des eaux. Je vous rappelle quand même que vous regardez la mythologie égyptienne, tout le monde habitait près du Nil. Pourquoi? Parce que là, il y avait des alluvions et on pouvait avoir des bonnes cultures. Dès qu'il y avait une inondation, généralement tous les 2 ans, on redistribuait, c'est pour ça qu'il y avait des géomètres, on redistribuait les terres pour que tout le monde puisse recultiver à nouveau et on déplaçait sa maison. C'est-à-dire qu'on remontait progressivement. Donc, il n'y avait pas de mort précisément. Il n'y avait pas de problématique liée à ça. On avait compris que la ville, même si elle était fixe, elle était mobile en elle-même. Et notre tort, c'est de nous imaginer que le futur sera fixe. Pensez toujours que tout sera en permanence en mouvement et que la ville que vous êtes en train de penser maintenant, elle est déjà obsolète. Donc, il va falloir faire d'énormes efforts de proposition ou d'imagination. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, on a bien compris que depuis toujours, on a dû faire avec une évolution de la nature. Je rappelle quand même qu'il y a des forces de Coriolis. Je rappelle qu'il y a une planète qui tourne sur elle-même, qui tourne aussi autour du Soleil. Bref, il y a un mouvement des plaques, il y a un mouvement des océans, bref. Vous pouvez aller tout ce que vous voulez. Ça bouge tout le temps. Donc, si on s'imagine pouvoir avoir un modèle fixe qui ne muterait pas et qui ferait face à tous les enjeux ne serait-ce que de l'évolution de la Terre, on passe un peu à côté. Donc, il y aura une mobilité non physique, une mobilité d'individus, il y aura une sécurité, un besoin de sécurité, puisque je le rappelle, l'homme est mortel et tout ce qu'on veut aujourd'hui, l'arrivée des téléphones, c'est un peu ça, c'est l'axe sécuritaire. Tout ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle, par exemple, dans l'aide au diagnostic, c'est parce qu'on veut être mieux soigné, parce qu'on a peur de mourir. Les expériences qu'on peut faire avec les hommes cyborgs, c'est-à-dire les hommes augmentés, je rappelle que la femme n'a pas besoin de ça. Nous sommes déjà augmentés. Oui, vous nous avez pas prévu dans les programmes, apparemment. On ne parle que de l'homme augmenté. On dit pas l'humain augmenté, on dit l'homme augmenté. À croire que nous, les femmes, nous sommes déjà pourvues de toutes les options. Ce qui est vrai.
Donc, quand vous y réfléchissez, vous vous rendez compte qu'il y a une sécurité nationale qui va vouloir capter de la donnée. Il va y avoir une volonté privée de conserver ces données pour soi, ce qui fait qu'il va y avoir une rivalité entre les enjeux et un paradoxe entre les souhaits de chacun. Et en même temps, dès qu'il s'agira des grandes questions de sécurité, on sera tout à fait d'accord pour donner ces données parce qu'on aura justement peur qu'il nous arrive quelque chose. Et là, on estimera que l'intelligence artificielle, parce qu'elle est prédictive, est celle qui pourra me sauver. Et donc, on a envie d'avoir comme ça un ensemble de choses qui protègent non seulement la sécurité nationale avec bien entendu le terrorisme et le reste, et les possibilités de guerre. On pourra protéger les biens et les personnes. Je rappelle que dans les futures villes, et déjà ça existe dans certaines, on peut avoir des secours qui sont, vous appuyez sur un bouton dans la rue, comme ça les secours savent exactement où se rendre en cas d'accident ou autre. Il n'y a plus besoin d'essayer de chercher un nom de rue pour que les pompiers arrivent au plus vite. Et en même temps, ces systèmes permettent aussi, parce que c'est connecté, de prévoir un itinéraire pour que l'ambulance arrive au bon moment, surtout si vous faites un malaise cardiaque et non pas 10 heures après. Donc voilà, vous avez un rapport comme ça de service, de biens, de sécurité, d'optimisation, non seulement des secours, mais aussi des données avec l'axe sécuritaire. Et puis en même temps, les écoquartiers, les smart grids, il va y avoir une sorte de mise en œuvre comme ça, d'une nouvelle forme de citoyen, un citoyen participatif, qui est finalement dans cette ville du futur, comme on l'aura éduqué. Et oui, parce que nous, quand on était petits, je sais pas si vous vous rappelez votre enfance et les huiles de vidange des voitures. Ouais, c'était balancé un peu n'importe où. On nous a jamais parlé de trier quoi que ce soit. À un moment encore, mon papa était jardinier dans sa tête. Donc, j'ai toujours appris à faire des choses à la mode de Géo trouve tout. Et le compost, je le pratiquais quand ça n'existait pas encore dans les maisons. Mais d'une certaine façon, on se dit, voilà, c'est assez drôle de se dire qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des choses qui sont de l'ordre du bon sens. C'est pour ça que revenir à des sagesses philosophiques ou à reprendre les pieds sur terre et à se redresser en pensant aux choses qu'on peut mettre en place, on se rend compte que l'écoquartier, le smart grid, il va falloir rééduquer. Et je pense que les jeunes, avec les mouvements militants qu'ils ont proposés ces derniers temps, nous montrent qu'ils sont conscients des enjeux. Il va falloir bien entendu les aider pour que eux, qui vont être en quelque sorte les parents des enfants à venir, c'est-à-dire ceux qui seront en 2050 concernés par la Smart City, qui puissent effectivement avoir des clés pour que des enfants puissent appréhender ces questions tout à fait banalement. Parce que le but, c'est que tout ça devienne banal et non pas quelque chose qui renvoie à du compliqué. Alors quand on avance dans le temps, on se dit... Alors j'attends parce qu'elle va basculer. Voilà. Donc on se dit qu'il faut avoir, si on parle de l'habitat, parce qu'on a parlé de la planète, maintenant on va parler de l'habitat, il nous faut un habitat qui remplit, ou en tout cas qui répond à un cahier des charges. Alors il doit être connecté, bien entendu, puisqu'aujourd'hui nous sommes tous rivés à nos petits écrans, nos ordinateurs, et puis ça va pas aller en s'améliorant, puisque nous allons tous être dans ce monde porté par les objets. Alors je tiens à juste ajouter quelque chose qui est purement philosophique, mais qui vous fera peut-être réfléchir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des objets connectés. C'est-à-dire que vous avez des téléphones, vous avez plein de choses qui vous rattachent à un monde qui lui-même est connecté. Dans quelque temps, c'est tout ça qui sera connecté. C'est-à-dire que vous n'aurez peut-être plus besoin d'avoir dans votre poche un téléphone, vous aurez des écrans sur lesquels vous aurez des accès directs, voire même personnalisés avec des puces sous la peau. Donc on va rentrer dans une autre façon de considérer l'habitat. Et même si vous regardez aujourd'hui les nouveaux catalogues de design sur l'habitat, on voit déjà que vous n'avez pas besoin de mettre une tapisserie sur le mur, c'est un écran. Aujourd'hui, vous mettez une cascade parce que vous avez envie de quelque chose un peu en rapport avec la matière, la montagne, de l'eau qui coule. Et puis, vous en avez marre dans 2 jours. Et puis, d'un coup, vous mettez une vue sur New York. En fait, votre mur sera changé en fonction de vos envies. Donc, on va vivre dans un monde qui sera, traversé entre l'objet connecté qui est indépendant de nous et l'objet connecté auquel nous allons être rattachés. Et donc, nous allons reconstruire le réel. Et ce que vous propose aujourd'hui les lunettes, vous savez, où on peut voir du virtuel, dans quelque temps, vous allez voir que ça sera presque une évidence. On sera dans le virtuel en permanence. Et il vous suffira d'appuyer sur des boutons pour mettre, je sais pas moi, une voûte étoilée au plafond quand vous allez vous coucher, mettre du parquet rose, alors qu'en réalité, le sol sera tout simplement transparent comme un écran. Donc il va y avoir du connecté, on l'a dit, de l'adaptable, c'est ce que je viens de vous dire. Il va y avoir de l'accessible, donc on espère, je l'ai mis en affirmation, parce qu'en tant que philosophe, je peux pas le penser autrement, en égalitaire, c'est-à-dire que je suis assez triste, vous avez certainement entendu, il y a une quinzaine de jours, une proposition, en tout cas
C'est des journalistes sur France 2 qui ont amené une grande modernité. C'est à Lyon. Ils ont construit des immeubles smart absolument géniaux. Alors, je vous explique le concept. Les derniers étages, bien entendu, fabuleux, une vue superbe, etc. Mais surtout des matériaux nobles. Et on a en bas, c'est-à-dire les étages inférieurs, eh bien, ce sont des matériaux beaucoup moins nobles qui sont utilisés. Et surtout, le prix est moins fort, donc les gens peuvent acheter. Eh ben moi, j'étais devant ma télévision, j'étais assez, dubitative et presque en colère. Et je vais vous dire, j'avais l'impression qu'on retournait dans ce fameux bateau Titanic qui a coulé d'ailleurs, et avec justement les pauvres en bas dans les cales, et puis les gens un peu fortunés avec des cabines avec la vue sur la mer. Voilà, ça me donne un peu ces impressions. Et vous aviez les journalistes et même ceux qui vendaient le projet qui disaient tout à fait de manière démocratisée, oh écoutez, c'est très bien, on n'aura plus des cités occupées que par des gens qui sont pauvres. Là, on va faire de la mixité. C'est-à-dire qu'on va mélanger les pauvres et les riches. Sauf que, à un moment donné, les riches, ils viendront se faire chercher sur le toit par un hélico ou un drone privé. Ils auront leur jardin suspendu, mais ils descendront jamais voir dans les étages inférieurs, qui n'auront pas, bien entendu, de visibilité particulière à part le balcon du voisin, qui n'auront pas spécialement une exposition plein soleil, etc., etc. Donc, à nous d'être vigilants sur l'égalité aussi de ces smart cities. Écologique, on l'a dit, il faut que d'une certaine manière, il n'y ait pas simplement pour la décoration quelques façade verdoyante parce qu'on aura mis quelques plantes qui pendent ci et là. Il faudra aussi qu'il y ait une écologie. Alors on se rend compte qu'on fait des tests en ce moment sur des ruches pour voir si le miel est consommable ou pas. On essaie de réhabiliter des oiseaux ou des individus, enfin des êtres un peu plus sauvages au cœur même des villes pour voir un peu si on arrive à équilibrer un autre écosystème au sein même de la cité. Pourquoi pas? Enfin ça on verra. Et puis en même temps économique, parce que le nerf de la guerre pour les gens ça va être ça. Donc tout à l'heure j'entendais, je sais pas s'il est là ou parti, monsieur qui développait la question de l'eau et qui disait plus on voudra de l'eau dans les années à venir avec la complication et la difficulté à avoir de l'eau propre, consommable, etc., plus ce sera cher en réalité. Donc c'est intéressant de voir qu'on cherche à établir une sorte d'écosystème financier. Donc vous voyez, on aura un usager avec un habitat intelligent, avec des équipements, des services, des fonctions, des ressources externes, des traitements de l'information. Waouh, on nous en promet, Il va y avoir énormément de choses et en même temps, vous voyez là-haut, adaptable, connecté, écologique, accessible à tous, quelle que soit la façon dont nous avons à nous mouvoir, y compris si nous souffrons d'un handicap. Apparemment, c'est cette ville miracle, cette ville solution qui va nous permettre à tous de vivre très bien. Alors on continue, on va prendre un exemple. Tout à l'heure vous avez entendu parler de l'eau, là on va parler de la lumière. Alors pourquoi j'ai pris la lumière? Parce que c'est un exemple ça, mais je le trouve assez intéressant. En quoi la ville du futur, en fait celle qui va être connectée, va nous faire des économies? On a compris déjà avec l'électricité, on a maintenant des lampadaires intelligents qui consomment peu. On peut en plus s'imaginer que ils s'allumeront que lorsqu'il y a des gens qui passent dans la rue et puis petit à petit ils s'éteindront, donc on consomme moins. Ils sont détecteurs de pollution. Il peut y avoir en même temps des bornes qui permettent de recharger des batteries. Alors soit on peut se brancher, soit parce qu'il pourrait y avoir un goudron intelligent. Il peut y avoir aussi un indicateur. Quand j'arrive à l'entrée de la rue, je vois s'il y a des places disponibles ou pas pour que je me gare. Donc ça, c'est bien aussi. Je peux même réserver ma place peut-être avec mon voisin qui lui part travailler de telle heure à telle heure et moi j'ai un horaire décalé. On échange un service avec une location ou en tout cas un prêt de place de parking. On aura bien entendu un système de gestion des conteneurs intelligents avec un ramassage intelligent, c'est-à-dire que imaginons que c'était la fête chez moi hier soir, vous êtes tous venus manger à la maison, on a rempli tous les conteneurs entre les bouteilles et les packs, tout ce qu'on aura mangé, bien évidemment tout ça aura fait qu'on aura rempli les conteneurs, les poubelles passeront parce qu'elles auront eu un message les alertant de la situation et inversement, s'il n'y a pas besoin de passer parce que j'ai mangé 3 feuilles de salade et qu'il n'y a pas de déchets, effectivement ils n'auront pas besoin de passer, pas de déplacement, pas de pollution. Donc vous voyez, on est dans une imagination de tout ce qui pourrait être utile. Et là, on le voit par rapport à des lampadaires, mais on pourrait le penser par rapport à beaucoup de choses. Cette ville du futur, effectivement, peut éviter des problèmes de pollution, des problèmes de saturation de l'air. On pense notamment à tout ce qui est cette pollution
bien entendu à cause du carbone, etc. Mais on pense aussi, nous sommes quand même dans le Midi, sous un aéroport, on pense aussi à ces pollutions-là, et bien d'autres, vous l'avez compris. Donc voilà, on a une envie d'avoir une ville du futur qui ressemblera peut-être à celle-ci. Alors pourquoi je vous dis celle-ci? Parce que demain la ville, il faut plus que ce soit des villes laboratoires. On va pas rester dans le laboratoire pendant 10 ans encore. Il y a des villes smart qui existent et elles sont déjà construites dans la totalité. Je dis bien que aussi que nous ne serons pas égaux dans le monde entier vis-à-vis de tout ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des pays où les villes ont été complètement détruites par rapport à la guerre ou autre. Eux, ils vont construire directement du smart. La difficulté, ce sera pour des villes vieillissantes, je prends un exemple de Paris, de s'adapter et puis de créer, vous voyez, vous avez des façades Haussmann et puis d'un coup, vous avez des grandes tours comme ça qui s'élèvent. Alors ce sont des tours de verre, bien évidemment, on devient des citoyens de verre, transparents à tous les étages, transparents chez soi, transparents dans sa consommation, puisque tout se passe par l'IA et par l'ordinateur, donc on sait tout de vous. Il y a une traçabilité de tout ce que vous faites. Et puis, comment garder aussi un lien avec notre passé? Parce que moi, je trouve qu'une ville, si on veut y vivre et y être bien, il faut qu'on y ait une généalogie. Si vous trouvez plus la Tour Eiffel à Paris, là, ils l'ont gardé, pour ça, c'est le projet 2050 Paris, Vous trouvez ça sur le site de la ville de Paris. Voilà, vous avez la Tour Eiffel. Et oui, il va falloir qu'on puisse conserver en même temps des lieux que l'on reconnaît, une histoire commune à laquelle, entre guillemets, nous appartenons. Et même si je suis le touriste qui vient à Paris pour voir la Tour Eiffel, le temps d'un instant, je suis cet homme de passage ou cette femme de passage, mais qui vient rencontrer une autre culture. Et donc, véritablement, je m'imprègne de tout ça. Donc, vous voyez, voilà, bien-être, santé, parce qu'on a envie qu'il y ait de la verdure, des espaces, de la hauteur. C'est vertigineux. Mobilité physique, numérique, allez, tout devrait être fluide. Et encore une fois, je l'ai dit, si on change de modèle, si on en reste à la difficulté de passer d'un véhicule qui pollue à un véhicule hybride, puis ensuite un véhicule totalement électrique, on va avoir beaucoup de mal à imaginer tout ça si c'est transition sur transition. De la même manière que on nous dit que l'agriculture, aujourd'hui avec tous les pesticides, on est malade. Si on se réunit en 2020 pour dire on verra si on met en œuvre une interdiction du pesticide en 2023, puis en 2023 on recommence à discuter si effectivement entre-temps les gens meurent de leur maladie, leur cancer ou autre, et on se sera pas plus mobilisé que ça. Donc à un moment donné, c'est bien comment j'appelle ça moi, la rhétorique de persuasion des grands colloques ou des grands comités ou des grands forums ou rencontres internationales qui finalement ne débouchent sur rien. C'est-à-dire qu'on est d'accord, on s'est vu, on a réussi à se mettre d'accord sur l'idée qu'il faudra changer. Voilà, il y a peut-être une efficacité à mettre derrière tout ça. Donc voilà, de l'énergie propre, de l'optimisation, les smart grids, les échanges d'énergie, tout ça. Les autres ce matin, vous en ont parlé beaucoup mieux que moi et demain certainement aussi. Et puis voilà, une architecture à repenser avec toujours ce rapport à la mémoire, comme je disais tout à l'heure, et puis une modernité à repenser. Mais en même temps, il faut arriver à des choses qui vont nous poser peut-être problème. Cet homme que j'appelle hyper connecté. Alors on peut l'appeler, moi je l'appelle l'homme de verre parce qu'il devient transparent à tout. Et puis lui, il est un peu embarrassé parce que il se connecte sur Internet. Et puis en se connectant sur Internet, il choisit sa paire de tongs. Puis là, on lui propose la crème solaire. Il dit mince, moi je voulais juste des tongs parce que je vais à la piscine, je veux pas salir mes godasses. Mais on lui propose la crème solaire, on lui propose le billet d'avion, etc., etc. Donc, vous voyez, on entre dans quelque chose qui est de l'ordre de la somme des algorithmes qui pourront dire vos choix à venir. C'est-à-dire que si vous êtes traduit en algorithme, vous devenez prévisible, donc vous êtes l'homme prédictible. Et là, ça devient un problème parce que Sartre disait l'homme n'est rien d'autre que son projet. Ça veut dire tout simplement que là, je suis entre guillemets le prof de philo qui parle devant vous. Dans 1 heure, je suis l'usager qui conduit avec sa voiture. Dans 2 heures, je retrouve mon chat qui s'appelle Marc Aurèle, grand philosophe devant l'éternel. Et donc, je suis charge d'âme, maîtresse de mon chat, et ainsi de suite. Vous voyez, j'endosse des rôles, les uns à la suite des autres. J'essaye de m'appliquer dans les rôles que je joue, mais en attendant, ce sont les miens, ce sont pas des rôles qu'on a plus ou moins préétablis pour moi. Donc j'ai montré que bientôt on n'aura plus besoin de l'objet, on sera connecté directement. En même temps, le fait qu'on est toujours sous le regard d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire de choses qui sont conservées sur nous et qu'on oublie peut-être d'effacer les mémoires parfois de nos appareils, c'est-à-dire qu'on est toujours traçable ou tracé.
Alors on avance et puis on se dit, est-ce qu'on va en arriver à un cauchemar qui serait celui de la perte du contrôle humain. C'est-à-dire que s'il y a une collecte disproportionnée des données, comment à un moment donné, je vais savoir lesquelles sont conservées et puis pour combien de temps. Alors on me parle bien sûr d'un RGPD qui pourrait me préserver de toute difficulté ou en tout cas qui pourrait en quelque sorte me prémunir d'une sorte de vandalisme à l'égard des données. Mais imaginez que j'ai une boîte qui fait que si je n'ai pas de données, je peux pas prévoir les choses. Si je peux pas les prévoir, je peux pas faire de business, c'est embarrassant. Et puis en même temps, ma boîte, je me suis engagée vis-à-vis de vous à respecter vos données, à ne pas en faire un mauvais usage, mais je la vends. Donc le contrat qui vous liait à moi n'existe plus, je suis plus propriétaire de la boîte en question, donc en fin de compte, je donne à quelqu'un d'autre, je délègue, je donne par ma main invisible une puissance que vous ne voyez pas et que je réaménage à chaque fois. Vous n'avez pas vu ces derniers temps les contrats d'assurance, on vous les modifie, on vous les renvoie par mail en vous disant votre contrat d'assurance numéro 1 a changé, veuillez prendre connaissance des nouvelles dispositions. Mais avant, jamais on n'aurait vu ça. Il aurait fallu que vous vous déplaciez, qu'on vous informe d'un changement, et on voulait que vous voir signer. Aujourd'hui, vous avez remarqué que vous cliquez. Le nouveau contrat, c'est le deal, c'est le clic. Alors, dans l'Antiquité, on allait pour acheter des bestiaux, on tapait dans la main. C'était se payer de mots. Ça voulait dire, c'est bon, tu me prends, je sais pas moi, mes 500 moutons pour 3000, on va pas parler en grec, on parle en euros, alors 3000 €, ok, on se tape dans la main. C'est se payer de mots. Aujourd'hui, on se paye de clics. Hormis que les 3/4 des gens oublient que quand ils ont cliqué, qu'ils ont validé les informations, ils sont d'accord avec toutes les clauses. Puisque de moins en moins, les choses vont être matérialisées, donc de plus en plus dématérialisées. Ça veut dire que si jusqu'à présent, vous acceptiez les clauses du jeu des Schtroumpfs, parce que vous allez balancer des billes sur des Schtroumpfs pour les libérer de Gargamel, très drôle, vous allez passer demain au clic qui vous abonne pour votre voiture à une assurance, et même une assurance bris de glace, etc., etc. De l'un à l'autre, on a bien compris que les enjeux ne sont pas les mêmes et ce clic devient un deal, c'est-à-dire qu'après, si vous devez vous retourner contre la personne avec laquelle ou envers laquelle vous vous êtes engagé, vous devrez lire à ce moment-là les clauses et vous serez très surpris de ce qu'il y a dedans. Voilà. Dernièrement, il y a eu un jeu vidéo comme ça, ils ont fait tous les gens cliquer parce qu'ils voulaient vite jouer et ils ont loupé un passage. La personne donnait 1500 € à tous ceux qui remarqueraient ce passage en question. Le gars a communiqué très largement en disant « j'ai fait tant de millions d'économies ». Personne n'a répondu, personne n'a vu la clause, ce qui veut dire que personne ne lit les conditions d'usage. Et ça, c'est notre nouvelle responsabilité. On ne signe plus avec un papier, on clique, on deal, on est d'accord. Je le dis parce que faut le dire aux jeunes gens, ça, parce que ça les engage vraiment. Donc, il faut soumettre à la vigilance quotidienne nos critères de gestionnaire. Il faut repenser tout ça. Et puis, il y a un risque aussi de discrimination, puisque comment l'intelligence va-t-elle fonctionner ? Je me suis dernièrement interrogée, moi, sur l'intelligence artificielle, puisqu'elle est renseignée par des hommes et des femmes. Mais beaucoup des hommes, en fait. Et si possible, de 30-35 ans. Donc, ça veut dire qu'avant 35 ans, si vous n'êtes pas un homme, vous n'existez pas, et après 40 ans, vous n'existez pas non plus. C'est embarrassant quand même quand la totalité des décisions qui seront ensuite placées derrière l'ordinateur qui aidera à la décision, finalement, vont pouvoir choisir pour vous. Donc, si on doit opérer 2 personnes au même moment, mais que le bloc n'est pas libre pour les deux, est-ce qu'on va faire passer l'homme de 35 ans plutôt que la femme ou l'enfant parce qu'on n'a pas rentré des critères féminins ou même ceux de l'enfant dans dans les tests puisqu'on n'y a pas pensé? Je dis pas que les hommes sont misogynes, je dis pas qu'ils veulent pas le faire, je dis simplement qu'au moment où ils questionnent la machine, ils le font à partir de ce qu'ils sont. Or, si on n'a pas un panel plus diversifié d'individus, ça veut dire que l'intelligence artificielle marchera sur un petit quota d'individus et ça sera très élitiste ou discriminant. On va se voir imposer un écosystème numérique. C'est-à-dire que si avant l'écosystème c'était les oiseaux, la nature, les papillons, l'écosystème demain ça sera l'algorithme. Et peut-être que les métiers du futur, vous vous rappelez quand vous étiez petit, il y avait une panne d'électricité. Là on dirait un vieux dinosaure qui parle, un vieux truc, mais ça fait rien. Quand vous aviez une panne d'électricité, bien souvent, vous avez un orage, on allait à tâtons, on récupérait dans un tiroir des bougies et un briquet, et on mettait des bougies. Après ça, si c'était pas du tout par une période d'orage, on fonçait face au tableau électrique, on commençait à changer les fusibles, à tirer les tiroirs, à en réenclencher, bref. Cette logique-là, nous l'avons. Essayez de parler de ça aux jeunes générations qui n'ont quasiment pas connu de panne d'électricité, ils savent pas de quoi vous parlez. Pourtant, ce dont je vous parle, je suis quand même pas d'un autre siècle. Si, je suis du siècle dernier quand même. Mais malgré tout, je suis pas d'une généalogie. En tout cas, je suis pas si vieille que ça. Et pourtant, je peux vous en parler. Ce qui veut dire que les jeunes gens qui aujourd'hui ont déconnecté complètement d'une logique
du bon sens terrien, comme j'aime à le dire. Ils sont pas coupables, ils sont tout à fait innocents. On leur a pas montré parce que c'était pas dans la logique de l'utilisation. Et quand eux, ils utilisent aujourd'hui les logiciels, nous, c'est pas notre logique parce qu'on n'a pas été formé à ça. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui va être en open data, c'est-à-dire ouvert à tous. Et en même temps, il va falloir penser que dans l'écosystème numérique de demain, là où vous alliez changer un fusible, le gamin, il dira tiens, mon jeu ou mon ordinateur ne marche plus. Il commencera à rentrer 2-3 bases de programmes lambda et pourra faire sa petite réparation. Ce que nous ne sommes pas capables de faire nous, puisque nous n'avons pas été formés à ça. Ça sera peut-être le début de la fin du primat de certains ingénieurs sur la totalité des autres. Et ça, c'est pas mal. Et puis, on se dit, voilà, si on est uniquement derrière son ordinateur, on n'a plus de relation à l'autre. On est dans une interobjectivité. C'est-à-dire qu'on parle à un objet et on se parle à soi-même. Et à ce moment-là, on a un repli sur soi qui peut être dramatique pour l'humanité. Alors voilà, j'en arrive à cette écosophie. Vous l'avez compris, il faut renouer avec le sens de la terre, c'est-à-dire une terre qui rayonne avec un beau soleil. On la voit avec une ville qui est posée sur un lit de verdure. C'est aussi ce dessin, je le trouve fabuleux. Vous avez tout en bas, vous avez justement mes Égyptiens dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez quelques dinosaures à l'état de squelettes, bien évidemment, qui vous rappellent quand même qu'il y a eu avant nous des civilisations et que demain nous pourrions tous être morts, qu'il y aurait peut-être encore des insectes ou aucune espèce vivante ne serait encore sur Terre, mais malgré tout, les planètes continueraient à tourner. Donc, il faudrait quand même arriver à se dire que le monde ne vit pas grâce à nous, ou uniquement parce que nous avons envie de le penser. Deuxième étape, vous voyez, ce sont des hommes et des femmes qui, au bas d'un arbre, se disputent. Et là, on a des dioxines, l'autre, il veut couper l'arbre. Enfin bref, c'est la période où on a consommé à outrance sans avoir de possibilité de réfléchir à l'environnement parce que c'était pas le propos. C'est les générations après-guerre, quand on a commencé à avoir un peu une sorte d'aisance. Une aisance, on rentrait dans une usine avec un petit poste, on en sortait, on était cadre supérieur. C'était quand même le confort. On avait la possibilité aussi d'avoir des bons salaires si on travaillait, si on s'appliquait, si on était motivé. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est pas dit qu'en s'appliquant et en étant bon, aujourd'hui on réussisse. D'ailleurs, comme dirait Nietzsche, c'est les plus pourris qui réussissent normalement. Donc, excusez-moi, mais bon, bref. On va laisser tomber avec Nietzsche parce qu'il est trop provocateur. Et puis, vous avez cet arbre qui a recommencé à pousser parce que justement, il y a eu une prise de conscience. Et là, vous avez de nouveau des gens qui s'amusent, la vie qui renaît sur les branches. Alors là, c'est assez marrant parce qu'en même temps, on nous montre que pour que la nature triomphe, c'est le dernier étage. Vous avez vu cette espèce de dame nature qui redéploie ses feuilles. Vous avez la bande de Babacool qui prêche. Alors moi, j'adore aussi la caricature qu'on peut faire de ceux qui sont dans l'écologie. C'est souvent le babacool ou celui qui veut pas s'engager. C'est peut-être aussi parce qu'à un moment donné, l'écologie a été associée à des mouvements politiques qui fonctionnaient pas. Et donc, il faut arrêter d'en faire un programme politique, il faut en faire un programme pour la cité. Et puis, quand on y réfléchit, on se dit que l'écosophie invite aussi à intégrer une problématique qui est celle du devoir. Agile de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même. Alors, avec une grande, espièglerie, parce que je peux pas être capable de vice, vous l'avez bien compris, je suis philosophe. Je vous ai placé une femme dans les bras d'un robot. Oui, je sais que je dois faire vite. Une femme dans les bras d'un robot pour vous montrer que demain, mon altérité, ça sera peut-être pas l'homme, mais inversement pour la femme. Alors, j'ai pris dans ce sens-là, parce que d'habitude, on nous met toujours des hommes avec des belles créatures. Mince, ça suffit, quoi. Nous aussi, nous avons le droit au bonheur. Et puis, de l'autre côté, justement, c'est un peu le logo que j'ai pris pour la chair. Si vous avez un robot, de type féminin, qui tient dans sa main un homme. Si ça avait été l'inverse, on aurait pensé que c'était un remake de King Kong, qui est amoureux de la petite créature frêle et jolie. Là, il fallait montrer l'inverse, c'est que là, maintenant, il faut prendre en soin, en tout cas, de cette humanité. L'homme est aussi démuni que la femme face à ce qui va se passer demain. Et je voulais montrer que peut-être, si on en remet tout à cette Smart City et si on se remet en totalité à la décision de l'intelligence artificielle, ça va peut-être poser problème aussi. Donc, on a besoin à l'horizon de cette Smart City, de repenser du lien. Et donc, ça sera un peu la fin de mon propos. Repenser le lien, ça veut dire que l'écosophie nous amène à envisager non pas quelque chose de pyramidal avec l'homme en haut qui est tout infatué de ce qu'il est et qui estime que les autres espèces dépendent de lui. Non, il faut être écosophia, c'est-à-dire penser que nous sommes un des éléments du système global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a eu Copernic qui a dit
non, je suis désolée, vous n'êtes pas là en train de regarder le ciel, à comment dire, faire des dessins représentant les étoiles, etc. Vous êtes un petit élément sur une planète qui tourne. En gros, vous n'êtes pas la créature de Dieu qui est là, qu'on admire, qu'on encense. Vous vous rappelez qu'on a appelé ça en psychanalyse une faille narcissique. L'homme s'est dit, mince alors, c'est pas moi le centre de Dieu, c'est pas moi le centre de la création. Eh bien aujourd'hui, avec la technique et toutes les possibilités, on en est un peu là. L'homme qui se dit, je suis à la tête de tout. Et nous n'avons pas plus de légitimité à vivre que les autres espèces vivantes, y compris celles que nous n'aimons pas. Et donc, il faut repenser l'écosystème, une totalité. Et je vous ai mis ce Petit Prince. Pourquoi? Parce que le Petit Prince, rappelez-vous, il nettoie sa planète. Et d'ailleurs, il arrache les baobabs, parce que les baobabs, non seulement c'est la symbolique de tout ce qui est, comment dire, de ces doctrines qui nous amèneraient à des choses épouvantables. On peut penser aujourd'hui à la doctrine de Daesh, celle du nazisme et autres. Mais en même temps, il nous dit il faut nettoyer sa planète pour pouvoir être heureux. Et il dit nettoyez vos petits volcans. Et puis quand on a nettoyé ces volcans, on se rappelle qu'il était tombé amoureux. Et qu'est-ce qu'il dit? Et si je connais moi une fleur unique au monde, voilà, qui n'existe nulle part ailleurs, si je sais qu'elle existe sur ma petite planète, ça suffit pour moi, non seulement à avoir une relation intéressante avec le monde, mais surtout à me responsabiliser. Et je voudrais terminer sur une chose qui me semble être intéressante, c'est qu'une vie suffit pour habiter le monde avec le cœur, mais il ne faut pas déserter pour ça son humanité. Et en même temps, on peut tout aimer, c'est-à-dire que le vivant gagne à être connu, même si c'est un vivant qui ne me ressemble pas. J'ai peut-être peur des migales, mais en attendant, elles ont le droit de vivre autant que moi. Et puis, je vous ai mis cette phrase, « Tout vivant gagne à être sauvé ou apprivoisé ». Et cette citation, « Et le blé me deviendra utile », c'est la citation de Saint-Exupéry lorsqu'il aborde la relation avec le renard. Je conclurai uniquement sur ça. Vous savez que le renard est dans le champ, le Petit Prince vient d'arriver sur la planète Terre, il a voyagé parmi tous les astéroïdes, et quand il voit le renard, il veut s'en approcher. Et le renard lui dit, si nous nous apprivoisons, un jour nous pleurerons parce que nous serons obligés de nous séparer. Et en même temps, c'est pas toi qui vas décider, c'est moi qui déciderai si nous nous apprivoisons. Et puis, il y a tout un rapport comme ça de jeu de distanciation. Et puis, il dit, si nous avons rendez-vous à 16h, dès 15h, je commencerai de m'habiller le cœur. Donc, on comprend qu'il y a une volonté d'inscrire une histoire, une humanité, quelque chose d'élégant, de beau, de tendre. Et là, ce renard nous apprend quelque chose. Il dit, comme ça, au Petit Prince, il lui dit, tu vois, moi, je mange des poules. Je suis pas du tout attiré par le blé. Pourtant, tu vois ce champ de blé, alors le Petit Prince regarde, dit oui, tu vois, à chaque fois que je verrai le vent agiter les épis de blé, maintenant je penserai à toi et à ta chevelure blonde. Et il lui dit, et à ce moment-là, le blé me sera devenu utile. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas la technique qui doit nous devenir utile, c'est les valeurs que nous partageons au cœur d'un monde qui est effectivement à changer et à transformer, non seulement pour les générations futures, mais pas seulement pour tous les vivants qui peuplent cette planète, parce que justement, au lieu d'être égocentrés, nous devons être éco-Sophia. Merci à vous.